Bon, eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre webinaire du mois de mai, donc en cette dernière semaine du mois. Je ne sais pas si c'est juste moi, il me semble que le mois passé dans un clin d'œil, peut-être la belle température, mais voilà, on est presque déjà rendu au mois de juin. Alors, on avait beaucoup d'inscriptions ce soir. Je pense que le sujet du sommeil est un sujet très à propos. Tout le monde n'est pas encore arrivé, mais on va tout de même s'installer tranquillement, vous donner les petits conseils d'usage et les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Bon, je reconnais des gens, évidemment, Lucette, donc différentes personnes qu'on revoit événement après événement, d'autres noms qui sont nouveaux, mais alors bienvenue à tous. Pour les petits conseils d'usage, vous avez un panneau d'affichage en haut à droite avec une petite flèche qui pointe soit vers l'extérieur, vers l'intérieur. Alors, pour faire disparaître le panneau, vous pointez vers l'extérieur, ça va libérer votre écran. Avant de se faire, je vous recommande d'aller dans la section Documents. Il y a une petite flèche qui pointe vers la droite. Quand vous cliquez dessus, elle va pointer vers le bas et vous aurez donc accès au document PDF de la présentation de ce soir. Je vais présenter le document à l'écran, mais il y a toujours des gens qui préfèrent avoir accès au document, donc vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'imprimer. Alors, c'est la façon de vous le procurer. Vous allez dans la petite section Documents. Comme j'anime le webinaire toute seule, je ne pourrai pas lire les questions durant l'événement parce que je vais fermer le panneau d'affichage pour que vous puissiez bien voir le PowerPoint. Mais à la fin, je vais venir lire les questions. Donc, vous pouvez soit lever la main pour que j'ouvre votre micro ou encore taper votre question dans la section de chat et je vais y revenir vraiment à la fin. On va procéder assez rapidement. Le webinaire est quand même relativement chargé, donc je vais passer rapidement. Nos webinaires sont ouverts au public, donc j'ai toutes sortes de niveaux. J'ai des gens du grand public, mais j'ai aussi des thérapeutes, des naturopathes de beaucoup d'expérience. Alors, j'essaie toujours de mettre toute l'information dans le document, mais il y a de l'information sur laquelle je vais surfer un petit peu plus rapidement, sachant que vous avez accès au document, sachant que vous avez aussi accès à l'enregistrement suite à l'événement. Donc, on a une chaîne YouTube, Aware Health, et vous retrouvez donc tous les différents webinaires que j'ai faits. Les 7 à 8 également sont enregistrés. Alors, vous avez accès à retourner aux documents et les lire à tête plus reposée ou les écouter également une nouvelle fois. La même chose si vous arrivez en retard ou vous manquez un événement, vous y avez accès en tout temps. C'est la beauté de la technologie. Évidemment, si vous avez des questions suite à ça, vous pouvez me les faire parvenir ou les faire parvenir à Sophie, mais c'est quand même bien de pouvoir les retrouver comme ça quand vous en avez besoin. Et ça permet justement que je vous mette plus d'informations que moins dans le document, même si je ne prends pas le temps de tout décortiquer. Alors voilà, je dois vous lire les petites recommandations d'usage pour donc le dégagement de responsabilité. Le contenu de la formation n'a pas été évalué par la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance. Je vais vous mettre aussi en même temps l'accès à mon écran. Donc, ça devrait être, voilà, je vais vous mettre en mode plein écran. Ça va être plus intéressant. Alors, voilà. Donc, le contenu n'a pas été évalué. Les suppléments mentionnés ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Seules les allégations nutritionnelles figurant sur l'étiquette de chaque supplément ou sur le site web de la DPSN pour les produits homologués au moyen de numéros de produits naturels sont autorisés et le document est la propriété intellectuelle d'AOR. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la conseillère médicale d'AOR au Québec depuis 10 ans. Donc, je m'occupe de tout l'aspect médical scientifique de la compagnie. Et il y a avec moi au Québec Sophie Desharnais, qui est la représentante, donc qui s'occupe de tout l'aspect vente commerciale de la compagnie. Vous avez nos coordonnées à la fin du document. Je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 1998. J'ai différentes expériences, différentes formations. Donc, je connais très bien l'industrie. Je connais également les produits dans les autres gammes. Lorsque vous avez des questions
parce que vous voulez remplacer un produit d'une autre gamme par un produit AOR. C'est le genre d'informations que je peux vous donner. Les effets secondaires, ces choses-là aussi. Mais évidemment, vous ne pouvez pas me décrire un cas que je choisisse les produits pour vous parce que ça l'extend ma responsabilité professionnelle. Donc, voilà, le plan de ce soir, on va parler d'abord du sommeil. On va décortiquer un peu ce que ça doit être un sommeil réparateur. On va parler ensuite d'insomnie. Bien sûr, c'est le sujet de ce soir, les statistiques, définitions, les causes de l'insomnie, le rôle important du stress aussi dans l'insomnie. On va parler des 10 clés du sommeil et on va terminer par les différentes options au niveau naturel. Donc, les rôles du sommeil, le sommeil d'abord, on le sait, c'est indispensable pour notre organisme. Il suffit d'avoir une mauvaise nuit de sommeil ou de souffrir d'insomnie pour savoir à quel point on est mal en point lorsqu'on ne dort pas bien. Le sommeil a d'autres fonctions aussi. Il lutte contre le vieillissement. C'est là que s'effectue tout l'aspect de la réparation cellulaire de notre organisme. Une partie de la détoxification se produit durant la nuit aussi. C'est important pour notre fonctionnement immunitaire, ça améliore notre humeur, ça accroît notre vigilance. On sait quand on est fatigué, on est plus prone à avoir des accidents. Et ça permet également la stimulation de certaines sécrétions hormonales. Pendant l'enfance, le sommeil a d'autres fonctions. Il va notamment permettre la sécrétion de l'hormone de croissance et il va permettre la maturation cérébrale. Il va également favoriser l'apprentissage et le tri dans ce qui fait partie là, des choses qu'on doit retenir, donc tout l'aspect de la mémoire. Au niveau des sécrétions hormonales, la plus importante associée avec le sommeil, c'est clairement la mélatonine. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que la mélatonine a un effet antagoniste, un peu comme une balançoire d'enfant, sur une autre hormone très importante qui est le cortisol. Donc, c'est pour ça qu'on va parler beaucoup de stress parce que lorsqu'on est stressé, on produit cette hormone, le cortisol, qui donc va avoir aussi un effet antagoniste sur la mélatonine. Donc, une élévation de l'autre stimule à la baisse l'autre hormone, l'hormone antagoniste. Le sommeil permet aussi la sécrétion d'insuline, de prolactine, de testostérone notamment. Donc, quand notre sommeil est perturbé, il y a tout un impact au niveau de nos rythmes circadiens et comme les hormones sont rythmiques dans le corps, sont pulsées à des moments particuliers de la journée, eh bien, ça va avoir un impact aussi au niveau des différentes sécrétions hormonales. Le sommeil a un rôle également très important au niveau de la gestion du poids. La mauvaise qualité du sommeil va modifier le métabolisme basal à la baisse et celui des glucides. Autrement dit, on va engraisser plus avec la même quantité de calories ou de sucre consommé. Ça va créer également des désordres hormonaux au niveau du cortisol et de l'insuline, donc toutes des choses importantes au niveau du stockage et de la prise de poids. Vous savez, des fois, quand les gens ont de la difficulté à perdre du poids et qu'on a fait le tour des facteurs importants et qu'on n'a rien trouvé, le sommeil peut être une des clés. Alors, ça a l'air de quoi un sommeil normal? Un sommeil équilibré, un sommeil réparateur. Normalement, on va avoir 4 à 5 périodes ou 4 à 5 phases d'1h30 à 2 heures qui vont se produire au cours de la nuit. Chacune de ces phases est séparée en 4 à 5 stades, dépendamment des auteurs qu'on va lire. Donc, ces stades-là, encore une fois, se produisent de manière rythmique. Et c'est ce qu'on va appeler un rythme ultradien. Le rythme circadien, c'est celui qui est basé sur 24 heures. Ces rythmes ultradiens sont beaucoup plus courts, mais surviennent quand même à des intervalles, là, grosso modo, de 90 minutes ou 2 heures. Et les gens qui souffrent d'insomnie le savent très bien. C'est comme un train qui passe et si vous manquez le train de 10 heures, vous savez que vous n'allez pas vous endormir avant minuit. Vous savez que vous en avez pour à peu près 2 heures. Vous avez manqué une phase et donc vous devez embarquer dans la prochaine phase. Les phases ne sont pas toutes pareilles. Comme vous voyez, il y en a où le sommeil lent va être plus présent, d'autres au cours desquels le sommeil profond va être plus présent. On sépare vraiment le sommeil en deux grandes distinctions, deux types de sommeil. Le sommeil paradoxal qu'on appelle aussi REM pour Rapid Eye Movement et le sommeil lent qui, lui, se subdivise aussi en 4 phases. Donc, c'est vraiment une question de phase et c'est une question de profondeur dans le sommeil et ces phases-là ne servent pas toutes aux mêmes fonctions.
Donc, je vous ai donné ici de quoi a l'air une des phases. Alors, imaginez, vous en avez 5 comme ça, idéalement, au cours d'une nuit de sommeil. Et donc, la phase d'endormissement, qui est la porte d'entrée du sommeil, qui dure à peu près 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, on va déjà parler d'un trouble de sommeil, on va parler d'une phase de latence qui est beaucoup trop longue. Donc, pour certaines personnes, c'est ça la difficulté. S'ils arrivent à dormir, ils dorment, mais c'est tomber endormi. Et ça, on va voir que c'est souvent en lien avec un cortisol qui est trop élevé. Donc, ça va être cet aspect-là. Ensuite, le sommeil lent ou léger, qui est le stade 2, qui va surtout permettre la récupération physique. C'est à peu près la moitié de notre nuit de sommeil qu'on passe dans ce stade-là. Ensuite, le sommeil lent profond, qui est à peu près, lui, 40% de la durée de temps. Et c'est la partie qu'on va surtout avoir en début de nuit. Et avec l'âge, on va avoir de moins en moins de ce sommeil profond. C'est pour ça que les personnes âgées vont dormir moins profondément, souvent moins longtemps. Et d'ailleurs, les personnes âgées ont beaucoup moins de mélatonine que les enfants. Donc, il y a vraiment une corrélation. Et le fameux sommeil paradoxal, qui est celui dans lequel on va avoir des rêves, qui représente à peu près 20% du temps. Si vous additionnez le pourcentage, vous allez voir qu'on arrive à 110, c'est parce que c'est des approximations. Donc, sommeil paradoxal est aussi très important, pas juste pour les rêves, mais c'est là que la maturation du système nerveux va survenir et vraiment qu'on va reposer, faire une espèce de reboot de notre système nerveux. Alors, combien d'heures de sommeil doit-on dormir? Vous savez, depuis qu'on a rentré les ordinateurs et l'Internet à la maison, on perd en moyenne 2 heures de sommeil par nuit. C'est énorme. Donc, ça a un impact sur notre santé, sur la production de mélatonine et donc sur les maladies chroniques également. Alors, j'ai fait le petit tableau des heures de sommeil. Comme vous voyez, vous avez toujours les références scientifiques qui sont citées sur chacune des diapositives pour retrouver facilement l'information initiale. Alors, vous notez que plus on vieillit en âge, moins on a besoin d'heures de sommeil, c'est que la maturation du cerveau est terminée et on a aussi moins de mélatonine. Alors, qu'est-ce que l'insomnie? L'insomnie, c'est vraiment le niveau d'insatisfaction par rapport au sommeil et les difficultés à s'endormir ou à demeurer endormi. Ça, combiné avec une détresse et une altération du fonctionnement pendant la journée. Alors, ce n'est pas calculé en heures parce qu'il y a des gens, comme moi, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, qui dorment peu, qui dorment profondément. Donc, une insomnie, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui dort 6 heures par nuit, mais c'est quelqu'un dont le sommeil ne sera pas satisfaisant. Ce qu'on va qualifier de sommeil récupérateur, c'est très simple. C'est un sommeil qui, lorsqu'on se lève le lendemain matin, on se sent reposé. C'est tout simplement ça, la vraie définition du sommeil réparateur. Alors, peu importe le nombre d'heures que vous restez couché, peu importe le nombre d'heures où vous êtes réveillé dans votre lit, si vous vous réveillez en forme le lendemain matin, vous avez un sommeil réparateur. Au même principe, on a des gens qui ont des taux de sérotonine un petit peu borderline. Et ces gens-là vont souvent dormir le nombre d'heures adéquat, mais le lendemain, ils vont se sentir au réveil comme s'ils avaient pris un coup la veille. Ils sont un peu étourdis, ont un peu mal au cœur. Donc ça, c'est souvent un signe qu'on n'a pas assez de sérotonine et qu'on n'est pas tombé en sommeil profond. Ce qui va arriver, c'est que quand on va donner la sérotonine, ou des précurseurs de sérotonine comme le 5-HTP ou encore de la mélatonine, eh bien, les gens vont souvent éprouver des rêves importants dans les 2 semaines qui vont suivre et même des cauchemars parce que justement le cerveau a la chance là, de faire son ménage dans les souvenirs, ménage dans les trucs qu'on a vus à la télé. Et donc, ça va souvent se manifester par des rêves très intenses parce que justement, on dort plus profondément et on va le sentir au niveau de la qualité du sommeil. Petite anecdote, moi, j'ai pas de problème de sommeil. Comme je vous dis, je dors pas beaucoup d'heures, mais je dors bien. Mais j'ai voulu quand même essayer le supplément de mélatonine qu'on a sorti chez Aware récemment et aussi pour le système immunitaire parce que vous allez voir que la mélatonine a plein de belles fonctions en plus de nous aider à dormir. Et je me suis réveillée avec un état de repos incroyable le lendemain matin. Alors, même si je considère que je dors bien, je dors profondément, j'ai quand même vu un impact positif avec la mélatonine. Donc, ça arrive aussi par rapport aux phases de sommeil. Au niveau des statistiques, je vous en ai mis plus que moins, je ne m'étendrai pas longtemps, mais grosso modo, il y a une personne sur 4 qui se dit insatisfaite de la qualité de son sommeil. La prévalence de l'insomnie, bien, dépendamment de la définition à laquelle
on adhère, eh bien, ça peut aller de 6 à 48 %. Dans le dernier sondage de Statistique Canada, on voyait que 43 % des hommes et 55 % des femmes éprouvent de la difficulté à s'endormir ou à rester endormis. Ça veut dire, là, grosso modo, on a entre une personne sur 4 et une personne sur 2 pour qui le sommeil n'est pas adéquat. C'est énorme et c'est en même temps une superbe opportunité pour nous naturopathes ou conseillers en magasin de faire valoir nos outils naturopathiques parce qu'on peut très, très, très bien gérer les problèmes de sommeil avec les solutions naturelles qu'on va voir ce soir. Alors, les types d'insomnie, d'abord, on sépare en insomnie aiguë, insomnie chronique. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous ai mis les liens. Vous pourrez aller voir toutes les sous-catégories. C'est pas tellement important parce que pour nous, ça se traite de la même façon. Donc, je vous ai juste mis l'information, mais on ne va pas s'étendre longtemps là-dessus. Donc, on a l'insomnie aiguë. C'est celle qui va survenir en général par rapport à un événement particulier. Vous avez une perte d'emploi, COVID est arrivé, séparation avec le conjoint, il y a un stress particulier et vous allez perdre le sommeil pendant quelques jours, voire quelques semaines. Ça, c'est vraiment ponctuel, c'est un stress aigu. En général, ça va disparaître lorsque le problème va être réglé ou lorsqu'on va s'accoutumer à cette nouvelle situation. Par contre, l'insomnie chronique, c'est celle dans laquelle on va rentrer suite souvent à une insomnie aiguë. Donc, la peur de souffrir d'insomnie va catapulter cette réaction-là parce que plus on a peur d'avoir de l'insomnie, plus on a un niveau de stress, moins on dort bien et donc on rentre dans un cercle vicieux. Des fois, on va faire des siestes pendant la journée, on va consommer des stimulants parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas bien, on va s'entraîner moins, donc on n'aura pas d'activité physique. Donc, tous ces facteurs-là vont faire qu'on risque de rentrer dans une certaine chronicité au niveau de l'insomnie, d'où l'importance d'adresser les facteurs associés au mode de vie. Donc, je vous ai mis encore ici d'autres détails au niveau des différents types d'insomnie. Bon, l'insomnie associée aux comorbidités, c'est quand même important. Ça peut être lié avec d'autres problèmes de santé, entre autres les douleurs chroniques. Évidemment, si on a mal au dos, par exemple, et on n'est pas bien dans la position allongée, ça peut affecter notre sommeil, relié avec des problèmes psychophysiologiques, les problèmes ensuite, l'insomnie tardive ou terminale, lorsqu'on se réveille trop tôt le matin, donc on dort bien toute la nuit, mais à 4h30, 5h, on est réveillé. Comme je disais, si on ne tombe pas endormi assez profondément, tout ce qui est relié aussi aux drogues et à l'alcool, donc la consommation de ces substances a un lien avec notre sommeil également. Il y a des types d'insomnie particulière comme le syndrome des jambes sans repos, qui est essentiellement un trouble neurologique qui se manifeste par un besoin de bouger les jambes. Alors évidemment, quand on a ça, c'est très difficile d'avoir un sommeil réparateur. Les statistiques au niveau de la France, c'est 5 % des gens qui sont touchés. La pathologie n'est pas constante. Ça semble avoir des périodes d'aggravation qui sont entourées généralement d'épisodes de stress. Et ça va non seulement affecter l'endormissement, mais aussi la profondeur du sommeil. Le sommeil va être tout désorganisé au niveau des phases quand on a le syndrome des jambes sans repos. Vous allez voir que je vais vous parler du lien avec la vitamine B12. C'est souvent relié aussi avec de l'intoxication en différents métaux lourds dans mon expérience clinique, mais c'est une des choses qu'on peut assez bien adresser en naturopathie. Alors, les causes, on ne connaît pas les causes d'un point de vue de la médecine conventionnelle, mais il y a des facteurs clés, par exemple la carence en fer, en dopamine. Il y a un aspect génétique, presque la moitié des gens qui souffrent du syndrome des jambes sans repos ont un membre de leur famille aussi. Ça peut être lié avec la grossesse. Bon, il y a différents facteurs là, qui peuvent être en cause. Je vous ai écrit mon expérience par rapport aux métaux lourds parce que ce n'est pas dans la référence, évidemment, qui est donnée en bas de page. Il y a tout l'aspect des terreurs nocturnes qui surviennent surtout chez les enfants, mais pas exclusivement chez les enfants. Ça peut toucher 1 % des adultes versus 6 % des enfants. Et les causes, c'est souvent aussi relié au stress. On parle aussi de génétique dans ces cas-là. Et il faut faire un distinguo entre les terreurs nocturnes et les cauchemars. Et le gros point, en fait, c'est que les terreurs nocturnes ne laisseront pas de souvenirs. C'est quelque chose qui ressemble un peu un peu au somnambulisme. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les parasomnies. Autrement dit, la personne peut vous regarder dans les yeux, vous lui parlez, elle peut même échanger avec vous,
mais elle reste complètement dans sa terreur, dans son espèce de cauchemar, mais donc elle n'aura aucun souvenir le lendemain matin. Et c'est très souvent relié avec du stress important. Ensuite, il y a l'apnée du sommeil. Il y a différents types d'apnée du sommeil. Encore là, j'ai voulu garder ça simple. L'apnée du sommeil touche environ 5 de la population, mais beaucoup plus les hommes. On parle de 9 pour les hommes et 3 pour les femmes, donc une moyenne de 5 et on associe souvent à l'excès de poids l'apnée du sommeil, mais il faut voir que tous les excès de poids ne s'équivalent pas. Les femmes sont 2 fois plus susceptibles d'avoir un indice de masse corporelle élevé, mais les hommes ont en général la circonférence du cou qui est plus élevée, donc c'est le poids du cou, l'affaissement du cou qui va créer une pression au moment du sommeil et créer une apnée du sommeil. Il y a d'autres causes indépendantes de l'apnée du sommeil, mais ça peut être aussi relié à des comorbidités, l'hypertension, le diabète, etc. Et inversement, si on souffre d'apnée du sommeil, ça peut être une cause indépendante d'autres maladies comme le diabète, la dépression, l'invalidité, etc. Pourquoi? Parce que on va voir que le sommeil est important au niveau de la production de mélatonine, qui, elle, est importante sur un paquet d'autres facteurs. Donc, le problème d'apnée ou le problème d'insomnie est vraiment un problème grave et important. C'est pas juste que la personne ne se sent pas bien, c'est que ça peut évoluer vers des comorbidités. Je vous ai mis ici la chronobiologie chinoise parce qu'on parle de rythme circadien, mais les rythmes sont pulsés dans notre corps. Il y a des sécrétions hormonales, par exemple, le cortisol, normalement, qui va être élevé le matin pour nous donner un air d'aller et qui devrait décroître dans le courant de la journée. On a l'hormone de croissance qui est sécrétée vers 10 heures le soir. Donc, on a des heures comme ça dans la journée qui sont associées aux sécrétions hormonales, mais aussi associées à des systèmes en médecine traditionnelle chinoise. Donc, aujourd'hui, qu'on est capable d'évaluer au niveau d'une prise de sang le taux d'hormones, mais déjà, les Chinois, il y a 12 000 ans, avaient remarqué qu'il y avait des heures qui étaient associées à des sécrétions hormonales et à des systèmes dans notre corps. Dans la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est relié aussi avec des émotions et ça nous fournit de l'information sur ce qui se passe. Alors, c'est important de savoir ça parce que très souvent, on tombe pile poil dès qu'on connaît ce type d'information. Exemple, qui revient très souvent en naturopathie, les insomnies entre 1 heure et 3 heures du matin. La personne s'endort bien, il n'y a pas de problème de phase de latence. Entre 1 heure et 3 heures du matin, on se réveille. Ça, c'est une insomnie qui est reliée au foie. Donc, en général, c'est en lien avec une surcharge du foie et ça peut être associé à la périménopause ou au cycle hormonal. Par exemple, il y a des gens qui vont souffrir d'insomnie seulement 2-3 jours avant les menstruations parce que le foie est complètement engorgé d'hormones qui vont être évacuées au moment de la menstruation. Donc, il y a une chronicité là-dedans, il y a un aspect cyclique qui est relié avec nos cycles internes, nos rythmes circadiens, mais donc aussi à la chronobiologie chinoise. Si on regarde du côté émotionnel, eh bien, le foie est relié à la colère. Donc, on peut avoir de la colère refoulée qui va aggraver cette tendance à se réveiller entre 1 heure et 3 heures du matin. Une autre qu'on va voir assez souvent, c'est celle qui est associée de 5 à 7 heures le matin, qui est reliée avec le gros intestin, en fait. C'est gros intestin, mais ça peut être aussi en lien avec tout l'aspect de l'hypoglycémie. Donc, souvent, les gens vont être en hypoglycémie, vont se réveiller, ils ont faim déjà à cette heure-là. Aussi le soir, l'heure de 21h à 23h, qui est l'heure de la thyroïde. Donc, c'est souvent là qu'on va voir, on a été fatigué toute la journée, mais le soir, on a comme un regain d'énergie, ce qu'on va appeler tired but wired, parce que la thyroïde va prendre son envol et essayer de compenser pour la surrénale qui a traîné de la patte toute la journée. Donc, c'est des manières un petit peu imagées de vous expliquer ce qui va survenir au niveau des différentes sécrétions hormonales dans notre corps et quels organes vont être concernés. Donc, les perturbations du rythme circadien, c'est un autre facteur très, très, très important à ne pas négliger, que ce soit parce qu'on a du travail par quart de travail le jour, la nuit, parce qu'on a on vient d'accoucher, puis les bébés n'ont pas encore des nuits de sommeil, parce qu'on voyage régulièrement à travers différentes zones horaires. Donc, c'est un cancérogène probable pour l'homme, selon le Cercle international de recherche sur le cancer. Pas le Cercle, pardon, le Centre international de recherche sur le cancer. Donc, c'est pas du tout anodin.
c'est considéré comme un cancérogène probable. C'est impliqué dans différentes maladies comme la dépression, l'obésité, le diabète et le cancer, et ça a un impact au niveau de notre espérance de vie. Il y a des études intéressantes qui ont été faites, entre autres une grosse étude sur 18 500 femmes danoises qui a montré que le travail de nuit augmentait les risques de cancer du sein de 40 %. Donc, c'est vraiment pas rien. Donc, au niveau de la production de mélatonine, tendance à délaisser aussi les bonnes habitudes. On est fatigué le lendemain, on prend des stimulants. Le risque d'accident et de blessure qui est augmenté. Donc, c'est pas juste au niveau des maladies. Alors, c'est important de régler l'insomnie, vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En général, les gens vont se tourner parce que c'est tellement dérangeant qu'on va se tourner vers des sédatifs d'ordonnance. Il y a environ 12 % des Canadiens qui avaient recours en 2017. Évidemment, c'est des chiffres pré-COVID. Ça va être intéressant de voir comment ça a bougé dans la dernière année. Il y a plus de femmes, 14 % versus 9 % d'hommes qui en consomment. L'usage non médical des sédatifs avait déjà presque doublé en 2016-2017 dans les élèves de 10e à 12e année. Ça, c'est sûr que c'est relié avec l'utilisation des écrans cathodiques parce que la lumière bleue qui est émise par nos écrans, par nos ordinateurs, va interférer avec la production de mélatonine. Donc, ils sont sur leurs écrans beaucoup d'heures par jour et ils n'arrivent pas à fabriquer de mélatonine et se ramassent à consommer des sédatifs d'ordonnance parce qu'évidemment, ils ne veulent pas lâcher leurs écrans. Donc, les sédatifs, c'est pas anodin ça non plus. Ça a un effet dépresseur sur le système nerveux. Ils ralentissent l'activité cérébrale et ils peuvent être utilisés pour d'autres choses que le sommeil, mais ils peuvent avoir aussi des effets secondaires assez importants. Au Canada, curieusement, on n'a pas beaucoup d'informations, même si on sait que l'usage des sédatifs pourrait compter parmi les décès qu'on associe aux surdoses d'opioïdes. Aux États-Unis, par contre, on parle de 320 à 507 000 morts par année associées seulement aux sédatifs. Et je me suis amusée à faire la comparaison avec les décès COVID 2019 qui seraient de l'ordre de 540 000. Donc, on a pratiquement autant de décès associés aux sédatifs, médicaments pour dormir, qu'il y en a eu d'associés à COVID. Donc, des décès avec COVID et non pas nécessairement de COVID, parce qu'on ne sait pas encore le distinguer. Donc, il y a 3 grands types de médicaments, les benzodiazépines, les somnifères non benzodiazépines et les barbituriques. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais dans la majorité des cas, les gens vont dire que ça les aide quand ils peuvent vraiment plus, ils ont besoin de dormir, mais que la qualité du sommeil ne sera pas là et que l'énergie, donc le lendemain, va laisser à désirer. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment intéressant et important pour nous d'avoir des solutions naturelles à proposer. Donc, je vous ai mis les 10 clés dans un premier temps. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de l'importance de modifier le mode de vie. Évidemment, quand on dort mieux, on a plus d'énergie, c'est plus facile de bien manger, c'est plus facile d'aller faire de l'activité physique. Mais c'est quand même important dans un premier temps d'adresser tout ça. Vous savez, les 3 principes de base de la naturopathie, primum non nocere, premièrement, ne pas nuire, deinde purgare, deuxièmement, détoxifier, vis natura medicatrix en 3e lieu, donc le pouvoir guérisseur de la nature. Donc, le but, c'est pas toujours de donner un supplément de mélatonine qui arrive dans la toute fin de la production d'hormones qu'on va voir tantôt, neurotransmetteurs, mais c'est bien de travailler les problèmes à leur source. Et si vous faites les 10 clés, eh bien, ça va faire que si vous prenez quand même le supplément de mélatonine, il sera beaucoup plus efficace et vous allez corriger des habitudes qui, de toute façon, sont bonnes pour votre santé en général. Même principe, je vais passer rapidement pour qu'on ait du temps à focusser sur les suppléments, mais vous avez l'information dans votre document. Donc, la première chose, c'est de respecter des horaires réguliers. Pour beaucoup de personnes avec le télétravail, les horaires réguliers ont un petit peu pris le bord parce qu'on peut se lever plus tard, on peut écouter l'épisode de Netflix jusqu'à la fin parce qu'on n'a pas besoin de se lever le lendemain matin. Et ça, c'est horrible. Notre corps et nos glandes surrénales, les surrénales importantes dans la gestion du stress et donc le relâchement du cortisol qui interfère avec la mélatonine, le corps et les surrénales ont absolument besoin de régularité. Donc, il faut mettre un cadran, se lever à 8 heures le matin,
9 heures le matin, mais idéalement, on essaie de ne pas trop dépasser 8 heures le matin et de se coucher à une heure raisonnable le soir. Idéalement, à 10 heures, il faut avoir éteint les ordinateurs, les télés, être dans notre lit, ne plus avoir cette fameuse lumière bleue pour que la production de l'hormone de croissance puisse avoir lieu. L'hormone de croissance, même si on n'est plus en croissance quand on est adulte, elle est quand même importante pour la réparation, le maintien de notre santé. Donc, idéalement, on essaie à 10 heures que tout soit fermé pour que lorsqu'arrive le train d'11 heures, on soit prêt à embarquer. Vous avez vu que la première phase de sommeil est entre 11 heures et 1 heure du matin, grosso modo. On évite de faire les siestes, même si on est très, très, très fatigué le lendemain matin. Ça, c'est pas toujours évident parce que c'est sûr, si on est fatigué la veille, qu'on n'a pas dormi, eh bien, on peut avoir envie de faire une sieste quand on arrive du travail, tout ça. Mais ce que ça va faire, c'est qu'on n'aura pas la même pression pour dormir le soir et ça va faire qu'on va rentrer dans ce cercle vicieux de perturbation de notre rythme veille-sommeil. Ensuite, on va favoriser l'exposition à la lumière du jour, qui est très importante pour la production de mélatonine. La lumière du jour, donc c'est important d'aller faire des marches à l'extérieur, pas juste pour la production de vitamine D, mais aussi de les faire sans nos verres fumés pour que justement notre œil puisse percevoir la lumière du jour et amorcer la production de mélatonine. Et lorsqu'on va percevoir la diminution de la lumière du jour, c'est là où la mélatonine va entrer en jeu et favoriser notre sommeil. Pour qu'on ait justement une bonne production de mélatonine le soir, c'est important de dormir dans l'obscurité totale. On ne peut pas laisser de veilleuse. Okay? C'est vraiment important que ça soit dans l'obscurité totale. Si on a besoin de mettre une petite lumière dans le corridor pour aller aux toilettes, on va choisir toujours des lumières qui sont orangées et non pas des lumières bleutées. Naturellement, l'humain a évolué avec des feux de camp. On peut gérer de la lumière orangée. On ne peut pas gérer de la lumière bleutée qui est associée au jour. Donc, évidemment, le jour, on n'est pas supposé dormir et vous allez complètement perturber votre cycle. Même principe qu'avec les fameux écrans dont on parlait tantôt. Il ne faut jamais, au grand jamais, regarder l'heure durant la nuit. On a tout ce réflexe-là de regarder combien d'heures on a dormi, combien d'heures il nous reste, mais ça génère de l'anxiété et aggrave la problématique. Ensuite, il faut que l'atmosphère de notre chambre favorise le sommeil. La première chose, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucun appareil électronique dans notre chambre. Vous seriez surpris du nombre de personnes, quand on n'arrive pas à résoudre le problème d'insomnie, à qui je demande d'enlever tout appareil électronique ou de vérifier s'ils n'ont pas le Wi-Fi sur le mur de leur chambre ou encore un compteur de l'Hydro-Québec. Et quand on modifie ces aspects-là, ça règle le problème dans plusieurs cas. Donc, ne pas sous-estimer. Et non, juste les éteindre, ça ne fait pas le travail. Vous avez un téléviseur dans votre chambre, vous l'éteignez, il dégage quand même un champ électromagnétique, même lorsqu'il n'est pas en fonction. Donc, il faut carrément tout débrancher et idéalement ne rien avoir là. Le cerveau doit associer la chambre à coucher avec le sommeil. Même chose, vous pouvez lire dans votre lit, mais vous essayez de ne pas lire plus longtemps que 20 minutes. C'est mieux de lire dans un salon avec une lumière un petit peu tamisée, une petite lumière de lecture, et quand vous êtes prêt à dormir, vous allez dans la chambre à coucher. Ça doit être vraiment un espace pour dormir. Les chicanes de couple sur l'oreiller, vraiment pas une bonne idée non plus. Faites ça dans le salon, laissez l'énergie dans le salon, allez vous coucher et gardez votre chambre vraiment pour un espace vraiment de sommeil. C'est important donc que ça soit l'obscurité totale, le calme, tempéré. Quand on s'endort, naturellement, notre corps a besoin de diminuer un petit peu la température basale. Donc, si on dort à une trop grande chaleur, ça va interférer avec le processus normal du corps. Donc, il faut qu'il fasse un petit peu frais, quitte à se recouvrir pour dormir. La chambre doit être ventilée pour que le cerveau soit bien oxygéné et, comme je le disais, sans champs électromagnétiques. Si on se réveille durant la nuit, on ne reste pas dans le lit. Pas plus que 20 minutes. C'est la même règle que pour dormir. C'est mieux à ce moment-là d'aller dans le salon. On garde toujours les lumières tamisées, idéalement des chandelles, parce que le corps est habitué, peut vivre avec la lumière des chandelles. Et on change de pièce, on fait autre chose. On essaie de ne pas aller lire nos courriels et de ne pas allumer nos écrans cathodiques. On va réduire les stimulants en journée. Bon, ça, les gens qui sont sensibles le savent.
Et ça peut se vérifier avec le test MyBlueprint qu'on va voir un peu plus loin. Mais la rapidité à éliminer les stimulants de notre organisme, c'est déterminé génétiquement. Donc, il y a des gens pour qui ça va être très lent et donc c'est important de ne pas consommer à partir, je dirais même de midi, là, pour les gens qui ont tendance à souffrir de ça. Et pas juste le café, mais toutes les substances qui vont contenir des stimulants, incluant l'alcool. L'alcool, à court terme, va vous donner l'impression de favoriser le sommeil, mais ça vous fait rentrer dans un cercle vicieux. Même chose pour les drogues. Et ce que ça va faire aussi, c'est que la qualité du sommeil, même si vous vous êtes endormi plus rapidement, la qualité du sommeil va être affectée et vous allez vous réveiller le lendemain avec une mauvaise énergie. Équilibre repos, loisirs et activité physique. Bon, en fait, il faut vraiment bien timer l'activité physique. L'activité physique est importante pour la qualité du sommeil. Il faut éviter, par contre, de s'entraîner le soir parce que ça peut avoir un effet stimulant. Donc, les personnes se connaissent. Il y a des gens qui peuvent s'entraîner le soir sans que ça pose problème, mais c'est sûr que l'activité physique en général, par exemple aller jogger, va stimuler des endorphines qui peuvent avoir un effet stimulant. Donc, il faut faire attention, plutôt favoriser des activités comme la méditation, le yoga, des choses vraiment plus tranquilles. Idéalement, le soir, on fait comme dans l'ancien temps, on allume les chandelles, on joue aux cartes, on joue au Scrabble, on fait des choses tranquilles. Les saines habitudes de vie au niveau alimentaire, éviter les choses trop acides parce que ça peut donner des reflux, trop lourdes, trop légers à l'inverse peut causer l'hypoglycémie du matin dont je parlais. Faire attention aux aliments qui favorisent la prise de poids à cause de la question de l'apnée du sommeil. Les aliments allergisants, particulièrement gluten, produits laitiers, peuvent interférer avec le sommeil parce que ça a un effet excitotoxique au niveau de nos neurones. Le manque de variété peut occasionner des carences comme des régimes spécifiques, par exemple végétarien ou vegan mal calibré peut occasionner des carences alimentaires. Par exemple, au niveau du magnésium qui pourrait nous donner des crampes la nuit, donc on va se réveiller. La carence en fer peut être impliquée dans le syndrome des jambes impatientes. Au niveau de la saine alimentation, c'est toujours le même discours que je vous tiens. On favorise une alimentation de type méditerranéen, surtout à base de plantes. Donc, que vous incluiez là-dedans du poisson ou pas de poisson, protéines végétales, protéines animales, ça, c'est selon vos préférences. Mais dans toutes les études épidémiologiques, c'est le régime qui semble offrir le plus d'effets protecteurs. On fait attention à l'équilibre protéines, glucides, gras. Évidemment, les diètes cétogènes peuvent avoir des bienfaits au niveau du sommeil. Ce n'est pas nécessairement intéressant. Les glucides, on va aller vers les glucides complexes qui ont quand même un effet positif au niveau de la production de sérotonine. Ça veut dire des céréales, par exemple. Ça veut dire éviter les sucres rapides, là, les mauvais sucres qu'on connaît. On va rechercher des aliments riches en magnésium, qui est le minéral associé à la relaxation, mais qui est aussi très impliqué dans la production de différents neurotransmetteurs, et riches en vitamine B, qui sont les vitamines du système nerveux, qui, elles, participent comme cofacteurs à la production aussi de différents neurotransmetteurs, dont la sérotonine et la mélatonine. Alors, voici la fameuse voie de la mélatonine, de la sérotonine. Alors, c'est toujours ça qu'on doit avoir en tête lorsqu'on parle autant de l'humeur, parce que la sérotonine est impliquée dans l'humeur, ça contre la dépression, mais également de la mélatonine. Alors, tout ça, c'est fait à partir d'acides aminés, le plus important étant le tryptophane qu'on retrouve dans les protéines. Alors, un problème très, très, très fréquent, c'est la carence en protéines, surtout chez les femmes. Que vous soyez végétarien ou pas, ça nous prend 1 gramme ou à peu près 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. La majorité des femmes en consomment à peu près la moitié. Donc, c'est sûr que si on n'a pas de protéines, on n'aura pas de tryptophane et on ne pourra pas fabriquer ni de sérotonine ni de mélatonine. Même chose, la popularité des produits à base de collagène. Le collagène peut être intéressant, mais le collagène, normalement, si vous avez suffisamment de protéines, vous ne devriez pas nécessairement avoir besoin de collagène. Alors, tous ces problèmes-là, même les problèmes au niveau immunitaire, souvent sont associés avec une carence en protéines. S'assurer qu'il y a assez de protéines. Au pire, on rajoute le supplément de protéines de petit lait qu'on va voir tout de suite après, mais aussi s'assurer que les protéines soient absorbées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de médicaments inhibiteurs d'acide ou de pompe à protons, parce qu'à ce moment-là, les protéines qu'on consomme ne seront pas absorbées. Des protéines, on extrait le tryptophane. Le tryptophane est converti en 5-hydroxytryptophane ou 5-HTP
ensuite en sérotonine et ensuite en mélatonine. À droite, vous avez les enzymes et à gauche, vous avez les cofacteurs enzymatiques. Donc, surtout des vitamines du groupe B, magnésium, zinc, vitamine C, etc., qui vont activer les enzymes, donc ça agit comme cofacteurs enzymatiques, qui vont permettre ces transformations. Donc, on a besoin de protéines, on a besoin de magnésium et on a besoin des vitamines du groupe B pour fabriquer nous-mêmes notre mélatonine et notre sérotonine. Ceci étant dit, il y a des polymorphismes génétiques, des variations qui vont faire qu'on peut en avoir besoin plus que la majorité des gens, donc qu'on ait besoin d'un supplément, ou qu'on ait un problème à fabriquer certaines de ces vitamines dans leur forme bioactive, dans leur forme finie. Alors, auquel cas, il faudra encore une fois aller du côté des suppléments, que ce soit des vitamines B ou du magnésium, et tout ça peut se vérifier avec un test génétique qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, si vous n'avez pas assez de protéines dans l'alimentation, le Advanced Whey vous fournit 22 grammes de protéines par scoop du produit et c'est un produit qui est très bien absorbé, très bien digéré, c'est comme prêt à l'emploi. Également, on peut se fabriquer un smoothie le matin, mettre nos autres suppléments dedans et partir avec le smoothie si on saute le déjeuner par manque de temps ou par manque d'appétit. En général, si on a l'insomnie entre 1h et 3h du matin ou le foie est surchargé, c'est très possible qu'on n'ait pas faim le matin. Et donc, un smoothie, on va être capable de le prendre et ça va nous permettre tranquillement d'aller vers notre quantité optimale de protéines. Les fameuses vitamines B qui sont impliquées dans un paquet de facteurs qui est certainement un des premiers suppléments qu'on recommande lorsque les gens nous consultent pour la première fois parce que c'est impliqué dans la production d'énergie, dans la gestion du sucre, dans l'équilibre hormonal, dans la détox, bon, évidemment dans la production des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la mélatonine. Donc, il y a un paquet de fonctions et les B sont presque toujours carencés, soit parce qu'on n'en a pas assez dans l'alimentation, ou soit parce qu'on a des polymorphismes qui font qu'on n'arrive pas à les transformer dans leur forme finie. Donc, ce que je vois toujours en naturopathie, carence en protéines, carence en vitamine B, carence en magnésium, et c'est les trois choses dont on a besoin pour fabriquer notre sérotonine, notre mélatonine. Vous ajoutez à ça l'usage des écrans cathodiques avec leur lumière bleue qui bloque la production de mélatonine, et le stress qui augmente le cortisol, qui bloque la production de mélatonine, et vous comprenez où on s'en va avec nos solutions naturelles. Alors, au niveau du complexe B, on a deux complexes B chez AOR, le Advanced B Complex et le Advanced B Complex Ultra. J'ai choisi pour ce soir le Ultra, qui vient en 2 comprimés par jour, donc c'est assez facile à insérer dans notre horaire. Et j'ai pris celui-ci parce qu'il y a les 3 formes de B12 à l'intérieur et vous allez voir que la B12 est importante au niveau du sommeil. Donc, si on a déjà le régulier, ça fait aussi l'affaire. Le Ultra a des petits points additionnels, mais le régulier est aussi un excellent produit. Au niveau de la vitamine B12 et de l'insomnie, donc je vous ai cité une étude où on a vu que l'utilisation de 3000 microgrammes ou de 3 mg par jour peut favoriser donc le traitement des cycles du sommeil perturbés et cela même si les gens n'apparaissaient pas avoir des carences en B12 au niveau de la prise de sang. La prise de sang n'est pas la meilleure façon d'évaluer une carence en B12, mais donc même si apparemment ils n'en ont pas, ils bénéficient quand même du traitement avec l'apport additionnel de vitamine B12 et c'est justement le dosage qu'on a dans le produit Tri B12 d'AOR, dans lequel on a aussi les 3 formes de vitamine B12 conjuguées, l'hydroxycobalamine, l'adénosylcobalamine et la méthylcobalamine, donc dans leur forme biodisponible, qui va permettre vraiment d'aller chercher un dosage optimal. Vous pouvez très bien, on ne donne jamais les vitamines B de manière isolée. Je ne donnerai pas juste la B12, je donnerai le complexe de vitamine B, mais il se peut que j'ai besoin d'aller chercher un dosage un peu plus élevé en B12 ou en acide folique ou en B6, auquel cas on peut les rajouter de manière isolée. Alors, les B sont importantes, comme vous avez vu, dans la production des neurotransmetteurs, mais sont importantes aussi dans une phase de notre foie qu'on appelle le cycle de méthylation. Et dans ce cycle, c'est là qu'on va produire plusieurs neurotransmetteurs, dont les neurotransmetteurs associés au sommeil. Et la méthylation fonctionne avec la vitamine B12, l'acide folique ou B9 et la vitamine B6. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de prendre le complexe B, mais on pourrait rajouter de la vitamine B12.
Pour aller vérifier la question des polymorphismes génétiques, je vous invite à aller consulter le site myblueprint.ca. Vous avez une section en français. Le test est disponible aussi en français. Vous avez un rapport d'une 50aine de pages en français. Ça se fait avec un petit prélèvement salivaire. Et donc, vous recevez votre kit à la maison. Vous faites ça vous-même. Si vous avez une naturopathe, vous pouvez inscrire son nom dans la petite feuille d'identification et la naturopathe va recevoir le rapport en même temps que vous. Tout est sécurisé, il n'y a pas de vente de données, il n'y a pas de faux positifs. J'ai d'ailleurs fait un webinaire d'1 heure et quelques sur le Blueprint. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous réfère à la chaîne YouTube que je vous mentionnais tout à l'heure. Alors, le magnésium qui est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques, quand on manque de magnésium, toutes ces enzymes-là qui ne feront pas leur travail correctement. Donc, il y a plusieurs points que je vous ai cités. Évidemment, je ne vous ai pas cité les 300, mais au niveau de la production des neurotransmetteurs et du sommeil et pour éviter les crampes ou les palpitations qui vont interférer avec notre sommeil, le magnésium est très important. Il y a différents produits de magnésium que j'aurais pu choisir chez Aware. Il y en a un, par exemple, qui est le complexe de 4 différentes formes de magnésium qui aurait pu être intéressant. Le magnésium glycinate aurait pu être intéressant. On a aussi une formation sur les magnésiums que j'ai fait. J'ai choisi dans ce cas-ci la synergie de magnésium parce qu'il y a à l'intérieur la glycine qui va donc favoriser la détoxification du foie si on a l'insomnie d'1 heure à 3 heures du matin. Et on a aussi des substances qui vont servir de précurseurs au GABA, qui est un autre neurotransmetteur calmant avec la sérotonine. Donc, tant qu'à m'en choisir un, j'ai choisi celui-là. Et la beauté de la formulation de ce produit-là, c'est aussi qu'il va prévenir les chutes de glycémie qui peuvent survenir dans la journée et générer des petits pics de cortisol et d'adrénaline. Et donc, on peut le prendre dans la journée dans un verre d'eau qui va favoriser vraiment la production d'énergie, la stabilité de la glycémie. Et on peut le prendre le soir dans une tasse d'eau chaude pour vraiment favoriser le côté calmant, relaxant de la tasse d'eau chaude en soirée. Donc, on peut l'appliquer de la forme qui nous convient le mieux. On pourrait aussi prendre la multivitamine, qui est mon produit préféré d'Aware. C'était l'objet de la dernière formation que j'ai donnée il y a 2 semaines. Donc, si vous voulez vraiment en apprendre de long en large, vous pouvez consulter la formation sur l'Orthocore. Mais en gros, c'est que vous retrouvez les vitamines B dont on a parlé, vous retrouvez du magnésium, évidemment, pas les mêmes doses que dans le produit isolé, mais quand même dans les bonnes formes biochimiques et quand même dans des doses thérapeutiques et des dosages bien calibrés entre eux. C'est mon produit préféré de toute la gamme des produits Aware parce que en plus des B sous la bonne forme, on a vraiment des quantités phénoménales d'antioxydants à l'intérieur. On a des sulforaphanes qui vont favoriser la détox, des molécules soufrées aussi qui favorisent la détox. Donc, c'est un produit qui, sous le couvert d'être une multivitamine, va vraiment remplir beaucoup de fonctions. Alors, c'est du 2 capsules par repas. On ne vise pas une dose minimale en bas de laquelle on a le scorbut avec ce produit-là. On vise des doses optimales de toutes les différentes substances qui sont impliquées dans cette super multivitamine. Ensuite, je vous parlais de l'importance du stress. Le stress est malheureusement très souvent sous-estimé. On utilise le terme de stress à toutes les sauces. Et quand on est dans des situations stressantes de manière chronique, c'est un petit peu le principe de la grenouille dans l'eau bouillante. Des fois, le stress va aller s'accumulant, on ne s'en rend pas toujours compte. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis l'échelle de Holmes-Ray qui est utilisée là, en psychologie, en médecine, un peu partout, pour scorer, pour vérifier votre score aux événements stressants de votre vie. Si vous voyez que vous êtes au-delà de 300 et avec la situation COVID de la dernière année, beaucoup de gens que j'ai vus en consultation sont au-delà de 300. Donc, déjà croire qu'il faut adresser le stress et non pas juste prendre de la mélatonine, là, comme vous avez vu en fin de cycle, pour régler le problème de l'insomnie, mais il faut vraiment réévaluer tout le mode de vie, adresser les 10 facteurs clés dont on a parlé. Alors, le stress survient en 3 temps. On a aussi un webinaire sur le stress. On a fait beaucoup de webinaires dans notre temps de confinement. Donc, on en a sur beaucoup de sujets pertinents. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la question du stress, vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube. Alors, on a 3 stades de syndrome général d'adaptation. La phase d'alarme quand on rencontre le stress, la phase de résistance pendant qu'on essaie de voir si on va lutter ou si on va suivre, fuir, lutter ou fuir. Et finalement, la phase d'épuisement si on ne peut ni lutter ni fuir. Ce qu'on retrouve, ce qu'on a appelé dernièrement la fatigue pandémique, c'est cette espèce de phase d'épuisement
où on a un mélange de surstimulation du côté du stress et de sous-stimulation du côté humain, du côté activité physique, etc. Donc, on se retrouve en espèce de phase d'épuisement de notre système nerveux. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on fait face au stress, ça déclenche les sécrétions hormonales. En phase aiguë, ça va surtout être l'adrénaline, la noradrénaline. Et quand on bouge vers la phase de résistance ou la phase chronique, ça va être le cortisol qui va prendre le relais. Le cortisol a beaucoup d'impacts négatifs sur notre corps. Il sert comme une substance anti-inflammatoire dans un premier temps parce que le corps avait prévu que si on lutte ou on fuit, il va peut-être y avoir une blessure, il va peut-être y avoir une déchirure musculaire, et donc, ça serait bien qu'on ait un anti-inflammatoire. C'est super. C'est super quand tu as ça 2 fois par année, quand tu allais cueillir des bleuets, puis tu rencontrais un ours. Mais quand on a ça tous les matins, quand on arrive au bureau et qu'on rencontre le mammouth, ou quand on revient le soir à la maison, là, ça se complique pas mal. OK? Donc, on est constamment dans cette phase où on sécrète du cortisol pour rien. Et donc, éventuellement, ça va s'épuiser. On va avoir de l'inflammation partout. On va avoir un paquet de problèmes chroniques qui vont s'installer à cause de cette surproduction de cortisol qui va avoir un effet négatif sur notre mélatonine, comme on l'a mentionné plus tôt. Alors, je vous ai parlé de la fameuse courbe de cortisol. Normalement, le matin, le cortisol est élevé, ça nous donne l'énergie pour sortir du lit, se lever, et ça, normalement, ça va avec un petit pic d'adrénaline. Et ça diminue tranquillement dans le courant de la journée à mesure que la lumière diminue, que la mélatonine commence à clencher, et donc on fait ce transfert vers maintenant la dominance de mélatonine pour pouvoir s'endormir le soir. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ont une espèce de courbe inversée. Ils ont de la misère à démarrer le matin, la courbe est en bas, et en fin de journée, la courbe va s'accentuer. C'est ce qu'on parlait tantôt vers 11 heures le soir, où la thyroïde va rentrer en action. Et donc, les gens sont brûlés, mais ils ne sont pas capables de s'endormir. Ils sont en train de penser à plein d'affaires, ils réaménagent leur logement dans leur tête, ils font le tour du monde. Donc, il y a tout ça qui survient à 11 heures le soir. C'est qu'on a cette espèce de courbe d'inversion du cortisol. Et ce qu'il faut pour ça, c'est vraiment, bon, évidemment, gérer les facteurs de stress dans notre vie, mais travailler avec des plantes qui vont moduler cette libération de cortisol. Alors, on va aller dans des plantes qu'on appelle adaptogènes. Les plantes adaptogènes peuvent soit moduler le pic de cortisol, soit supporter la surrénale dans la phase de résistance ou la fouetter si on est en phase d'épuisement. Donc, il y a différentes plantes pour différentes applications. Le produit sur lequel je vais mettre l'emphase, c'est le Cortisol Adapt, qui est un relativement nouveau produit chez Aware, qui contient le Relora. Le Relora, c'est un mélange breveté de 2 plantes, le Magnolia officialis et le Phédodendron amourense. Vous reconnaissez à gauche ce bel arbre qui est très, très présent à Montréal, dans les parcs de Montréal. Eh bien, ça fait partie de ce mélange breveté qu'on appelle Relora, qui a fait l'objet de différentes études cliniques. Vous pouvez acheter le Relora tout seul, mais nous, il rentre dans le produit Cortisol Adapt. Et on a, bon, le résultat des études, on voit un impact positif sur déjà 4 semaines du produit au niveau de la tension, de la dépression, colère, 42%. Donc, vraiment un produit intéressant. On a combiné ça avec le Bacopa moneri, qui est une plante ayurvédique qu'on donne pour stimuler le cerveau des enfants, entre autres, ou pour les cerveaux vieillissants. Et ce qu'on sait aujourd'hui d'un point de vue scientifique, c'est que ça a un rapport avec le système de dopamine et de sérotonine dans notre cerveau. Alors, on a vu encore ici un impact positif au niveau de la prise de Bacopa sur la productivité, la diminution de la fatigue mentale, etc. On a rajouté le cordyceps qui est une plante qui croît dans les montagnes en Inde. Si vous remarquez, c'est une plante qui croît sur une carcasse d'insectes, dans ce cas-ci, un type de chenille. Et donc, ça croît dans un environnement très difficile, avec peu d'oxygène, avec beaucoup de froid. Donc, c'est une plante qui est associée vraiment à la résistance, autant contre la fatigue qu'au niveau de l'immunité. Et on a ensuite les curcuminoïdes à l'intérieur. On a rajouté du curcuma parce que le curcuma qu'on a chez Aware est démontré pour traverser la barrière hémato-encéphalée
Et donc, ce curcuma, curcufine qu'on retrouve aussi dans le curcumin ultra, va avoir un impact au niveau antioxydant, anti-inflammatoire dans le cerveau et ça va favoriser, bon, non seulement le côté cognitif, mais ça va diminuer la fatigue, l'anxiété, le stress perçu. Le dernier ingrédient que j'aime beaucoup à l'intérieur du cortisol adapt, c'est la phosphatidylsérine qu'on peut aussi prendre de manière isolée, qui s'appelle le PS100 chez Aura, qui est un produit que je recommande souvent. La phosphatidylsérine, ce que ça fait, c'est que c'est comme si ça appuyait sur un bouton reset dans notre système associé à l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, quand on perçoit un stress, notre cerveau dit à nos surrénales de relâcher des hormones de stress et quand on en a assez, ça envoie un message, une rétroaction négative qui dit qu'on peut calmer la réaction de stress. Malheureusement, quand on est soumis au stress de manière chronique, l'hypothalamus et l'hypophyse peuvent devenir désensibilisés à cette rétroaction négative et donc on reste, comme on dit en bon québécois, le piton collé. Alors, la phosphatidylsérine va permettre vraiment de créer comme une réinitialisation au niveau de ce système et faire qu'on va mieux percevoir la réponse du cortisol. Alors, vous avez tous les ingrédients réunis dans ce super produit Cortisol Adapt, donc que je recommanderais particulièrement aux personnes qui ont ce problème de tired but wired le soir. Vous avez d'autres avantages reliés au produit. Si on a le stress, mais qu'on est plutôt en phase d'épuisement, j'irai avec le OrthoAdapt qui va contenir de l'extrait de surrénal, la plus grande quantité d'extrait de surrénal porcine sur le marché, 125 mg par capsule, de la surrénale en entier, la vitamine B5 et la vitamine C qui sont les principales vitamines pour nos surrénales, l'extrait de réglisse, de ginseng sibérien, de rhodiola qui est une autre très belle plante pour moduler le pic de cortisol et d'ashwagandha. Donc, c'est un beau mélange de plantes adaptogènes avec de l'extrait de surrénal, vitamine B5 et vitamine C qui vont donc participer ensemble à régénérer nos glandes surrénales en plus de moduler les hormones associées au stress. Donc, encore une fois, si on a une insomnie qui a mené à un épuisement ou que l'épuisement génère de l'insomnie, j'irai plus avec le produit OrthoAdapt. C'est un produit auquel il faut faire attention s'il y a de l'hypertension parce qu'il est un petit peu fouettant sur nos surrénales. Et pour les gens qui ne voudraient pas les extraits glandulaires, le produit existe en version vegan, donc sans extrait glandulaire. Mais d'un point de vue performance, c'est certain que celui-là est plus efficace parce que les extraits glandulaires, ça fonctionne très, très, très bien pour nourrir nos glandes surrénales. Ensuite, dans les adaptogènes, qui n'est pas une plante qui module les hormones de stress, mais qui va plus agir au niveau de nos récepteurs dans le cerveau et favoriser les ondes alpha, donc les ondes qu'on associe à l'état méditatif. On a la théanine. J'ai fait aussi un webinaire sur la théanine, donc vous pouvez aller la décortiquer de long en large. On aime beaucoup la théanine parce que c'est un acide aminé, donc il n'y a pratiquement pas d'interaction si les gens prennent différents médicaments. Ça a été testé chez les enfants, chez les personnes âgées. C'est extrait du thé vert, donc c'est vraiment inoffensif et ça fonctionne très bien. Et même si ça n'a pas le côté sédatif, pour les gens qui ont la phase de latence dont on parlait tantôt, le petit vélo qu'on n'est pas capable de tomber endormi, eh bien, la théanine va être très utile à ce niveau-là. On peut recommander d'ouvrir la capsule et mettre le contenu de la théanine directement sous la langue. Ça va pénétrer très rapidement au niveau des capillaires à l'intérieur de 10-15 minutes. Vous allez sentir le qu'on sent avec la théanine. Donc, c'est vraiment génial. Ça a beaucoup de côtés positifs et ce qui est encore très, très bien de la théanine, c'est le fait que, justement, parce que ça ne provoque pas un effet sédatif comme pourrait le faire, par exemple, le 5-HTP ou le GABA, eh bien, on peut conduire la voiture, on peut travailler, on peut aller à l'école sous l'effet de la théanine. En fait, on va être très calme, mais notre vigilance, la bonne vigilance, pas celle associée à l'anxiété, donc associée aux ondes alpha, va être améliorée. Donc, un autre produit à connaître si on a affaire avec une anxiété qui nous empêche de tomber endormi. OK? Donc, on pourrait aller avec la théanine. On peut sinon, le cas échéant, avoir recours à la fameuse mélatonine. Comme vous avez vu tout à l'heure, ça vient complètement en fin de cycle. Alors, pourquoi j'aime travailler au point de départ, c'est que
Si vous n'avez pas assez de protéines dans l'alimentation, vous ne les absorbez pas parce que vous n'avez pas d'acide chlorhydrique et que vous donnez de la mélatonine, bien, toutes les autres fonctions de la protéine ne seront pas comblées par la mélatonine. Donc, votre peau, votre immunité, votre système osseux, tout ça ne sera pas performant. Vous allez peut-être dormir, donc ça va avoir quand même un impact positif sur différents facteurs, mais je préfère commencer au pied de la pyramide et ajouter comme ça les cofacteurs dont on a besoin. Mais si vous avez déjà fait tout ça, vous avez des protéines, vous les absorbez, vous avez les vitamines B, vous avez le magnésium, vous avez les multivitamines dont on a parlé, et malgré tout ça, vous n'arrivez pas à dormir parce qu'il y a trop de stress. Alors là, vous allez aller avec le cortisol adapt ou le ortho-adapt ou l'ashwagandha ou un autre produit pour le stress. J'en ai choisi 2 pour ce soir. Si c'est parce que vous avez le petit vélo, vous ne tombez pas endormi, vous essayez avec la théanine. Si vous avez fait tout ça, vous n'arrivez toujours pas à dormir, ou vous ne dormez pas assez longtemps, ou vous ne dormez pas assez profond, vous avez changé les habitudes alimentaires, vous faites de l'activité physique, vous ajoutez la mélatonine. Si c'est une insomnie ponctuelle, que vous faites déjà tout ce qu'il faut, mais là, vous pouvez y aller directement avec la mélatonine. L'idée, c'est pas parce que c'est dangereux. Tout le monde peut prendre la mélatonine ou presque. L'idée, c'est juste de ne pas substituer par le produit fini les bonnes habitudes et les bons suppléments qu'on pourrait avoir besoin pour d'autres aspects de notre santé. Et donc, on peut absolument prendre la mélatonine. D'ailleurs, comme je vous disais tantôt, ça a un paquet de bienfaits sur des choses importantes, dont l'immunité. Donc, tout à fait, on peut prendre la mélatonine. La mélatonine, comme je disais tantôt, l'effet secondaire, entre guillemets, souvent que les gens vont rapporter, c'est le fait que ça va provoquer des cauchemars dans la première semaine. C'est que les gens ne tombaient pas en sommeil profond. Ça se régularise normalement à l'intérieur d'une semaine à 2 semaines. Donc, ça, c'est pas grave. L'autre point que les gens aiment moins de la mélatonine, c'est qu'en général, ils vont se réveiller à peu près 4 heures après. La demi-vie dure 1h30 à 3 heures selon la vitesse de votre métabolisme. Donc, les gens la prennent à 10 heures le soir, puis à 2 heures du matin maximum, ils sont réveillés. Et des fois, on n'ose pas en prendre une deuxième parce qu'on a peur de ne pas être en forme le matin, de ne pas entendre le réveil et tout ça. Donc, c'est ça un petit peu l'effet moins intéressant. Alors, on a sorti Shower, la mélatonine Dual Cap. Donc, c'est 2 gélules une dans l'autre. Celle à l'extérieur contient de la mélatonine sous forme de gel et à l'intérieur de ça, il y en a une autre avec des petites beadlets, ça, des petites granules de mélatonine. Et donc, ça va se dissoudre à différents endroits de notre tube digestif à une vitesse ralentie. Donc, c'est comme un mécanisme de libération graduelle, si on veut, mais qui va agir vraiment en 2 temps et de 2 manières complémentaires. Alors, le premier mécanisme contient 2 mg de mélatonine et l'autre 3,15. Donc, c'est un 5 mg de mélatonine à libération prolongée qui devrait, si vous avez un métabolisme moyen, là, vous amener tout au long de la nuit. Donc, c'est vraiment un produit très, très, très intéressant. Au niveau de l'efficacité de la mélatonine, je vous ai mis une méta-analyse quand même récente qui montrait une étude qui a été faite en 2016 et la conclusion, c'était que l'insomnie, les troubles respiratoires liés au sommeil, comme l'apnée du sommeil, l'hypersomnolence, les troubles du rythme circadien, sommeil-réveil et les parasomnies ont tous été améliorés par la mélatonine. Et les chercheurs ont conclu que la mélatonine offre un traitement alternatif aux thérapies pharmaceutiques actuellement disponibles pour les troubles du sommeil avec beaucoup moins d'effets secondaires. Donc, c'est une extraordinaire alternative. La chose à laquelle on devrait faire attention, c'est si les gens consomment des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine, donc une classe d'antidépresseurs, ça va avoir une interaction avec la mélatonine parce que ça agit dans la même voie qu'on a vu tout à l'heure, alors ça ne pourrait pas nécessairement être combiné. Alors, la mélatonine, comme je disais, a d'autres aspects intéressants, surtout parce que c'est un incroyable antioxydant. Ça capte les radicaux libres, comme tous les autres antioxydants qu'on connaît, mais c'est aussi impliqué dans le système de production d'enzymes antioxydantes telles que la superoxyde dismutase et le glutathion peroxydase. Ça arrive à traverser la barrière hémato-encéphalée, donc ça va avoir un effet antioxydant au niveau de notre cerveau, au niveau de nos membranes, de nos neurones. Donc, ça va agir à l'extérieur et à l'intérieur de nos cellules de notre système nerveux. Donc, les essais cliniques ont vraiment démontré que la mélatonine est efficace pour réduire les dommages cellulaires, protéger les neurones, etc., etc. Et on nous dit que
ça devrait être considéré dans différentes études au niveau de l'amélioration de la santé publique. À ce niveau-là, une étude intéressante qui a été faite à l'Université de Toronto pour COVID, donc non seulement pour donner de manière concomitante au traitement conventionnel contre COVID, mais aussi pour amoindrir les effets du syndrome post-COVID, donc les gens qui restent avec des séquelles de la COVID. Je vous ai mis le lien pour l'étude, elle est très intéressante. Je vous invite à aller la consulter. Alors, une autre alternative à la mélatonine toute seule, ça serait le OrthoSleep. L'avantage du OrthoSleep, c'est qu'il combine également la théanine, le GABA, le 5-HTP, la valériane, passiflore et mélisse. Donc, ça va travailler la phase du petit vélo, ça va travailler la phase de moduler l'impact du cortisol avant de s'endormir et ça va avoir tous les bienfaits donc associés à la voie de la sérotonine, mais aussi à la voie du GABA. Donc, si quelqu'un essaie la mélatonine toute seule, ça ne fonctionne pas, ou que le problème, ce n'est pas la profondeur, mais c'est vraiment comme le petit vélo, ben, on pourrait y aller avec une espèce de produit all dress. Vraiment, l'OrthoSleep, ça fait longtemps qu'on l'a chez Aware, il fonctionne très, très bien. Et la beauté de ce produit-là, c'est qu'on peut le prendre juste au besoin. Autrement dit, vous avez de l'insomnie 2 jours par mois avant votre examen ou avant votre syndrome prémenstruel, eh bien, vous prenez OrthoSleep ces 2 soirs-là. Et vous le prenez, ça agit. Ce n'est pas un produit que vous avez besoin de prendre dans le temps pour voir un effet. Donc, on peut vraiment le prendre juste au besoin. Vous en prenez 2 capsules le soir vers 10 heures, selon l'heure que vous couchez, 2 capsules en soirée. Et normalement, ça vous maintient aussi pas mal toute la nuit parce que même si la mélatonine, on disait tantôt qu'elle n'a pas une longue demi-vie, vous avez aussi le 5-HTP. Donc, par le temps que l'effet de la mélatonine s'en va, le 5-HTP est converti maintenant en mélatonine. Donc, c'est une autre bonne option, c'est un autre produit qui est bien aimé. La seule chose, c'est que vous devriez toujours prendre un produit comme celui-là, comme la mélatonine, combiné avec le complexe B, combiné avec le magnésium ou au pire avec l'orthocore, avec la multivitamine. Ça ferait juste un produit de plus, mais vous seriez certain d'avoir les cofacteurs pour votre système nerveux. Si vous prenez ces produits-là tout seul, vous avez vu que les cofacteurs dans les côtés sont les vitamines B et le magnésium. Donc, ça n'aura pas du tout le même impact. Alors, c'est pour ça que je vous ai donné tous les clés, dormir à la noirceur, enlever les ondes électromagnétiques, etc., parce qu'on veut vraiment que les interventions fonctionnent et on veut que les gens ne dépendent pas tout le temps juste d'un produit. C'est bon pour les ventes des compagnies comme Aware, mais ce qu'on veut ultimement, c'est améliorer la santé des gens. Si on règle leur sommeil, ils pourront prendre une multivitamine, ils pourront prendre d'autres produits, mais je ne veux pas que leur budget passe sur juste la mélatonine ou l'OrthoSleep. Je veux vraiment qu'on fasse les choses à partir de la base. Mais si c'est un problème ponctuel et qu'on fait déjà toutes ces choses-là, ces produits-là sont évidemment très bienvenus, que ce soit la mélatonine ou le OrthoSleep. Ultimement, il pourrait y avoir d'autres causes de l'insomnie, comme par exemple le vol du cortisol. Quand on a le stress tout le temps dans le plafond, ça a un impact au niveau du vol d'une hormone qu'on appelle la progestérone. La progestérone va servir à ce moment-là à produire du cortisol et ne jouera pas son rôle de progestérone, donc d'hormone stéroïdienne dans notre corps. Les estrogènes et la progestérone doivent être équilibrés dans le corps. Donc, si vous perdez toute votre progestérone au profit du cortisol, vous allez être en ce qu'on appelle une dominance estrogénique. Il peut aussi y avoir la situation inverse où parce qu'on est en périménopause ou en ménopause, on a une carence d'estrogène, donc et de progestérone, donc on a un problème au niveau hormonal, des bouffées de chaleur qui vont interférer avec notre sommeil. Donc, dans ce cas-là, la mélatonine peut aider un peu, mais évidemment, elle n'aura pas d'impact au niveau de la production de nos hormones. Alors, dans ce cas-ci, on pourrait utiliser un produit comme le EstroAdapt qui va aider à clairer l'excès d'estrogène si on est en dominance estrogénique, mais grâce aux phytoestrogènes qui ont une action modulatrice, ils vont aussi procurer un soulagement si on est en carence d'estrogène. Donc, que ce soit un excès ou une carence au niveau hormonal, le produit EstroAdapt peut aider. Donc, si on voit que l'insomnie a un aspect très cyclique, donc très relié à notre cycle menstruel, ou qu'on a des bouffées de chaleur qui interfèrent avec le sommeil, on peut essayer la mélatonine quand même, évidemment. On va quand même prendre le vitamine B, le magnésium, faire toutes les choses qu'on a vues, mais on pourrait s'orienter vers un produit comme le EstroAdapt, qu'on pourrait d'ailleurs combiner avec l'OrthoSleep, pourquoi pas. Mais le EstroAdapt, évidemment, il faut le prendre tout le mois.
et on prendra le OrthoSleep ou la mélatonine au besoin. Le dernier point que je vais aborder par rapport aux insomnies, c'est l'axe intestin-cerveau dont on parle de plus en plus. Alors évidemment, avec cette histoire du lavage de mains avec des produits antibactériens plusieurs fois par jour, ça a un impact négatif au niveau de notre microbiote. En plus, ça n'a pas d'impact sur les virus, hein, c'est des savons antibactériens. Donc, on pourrait très bien faire la job à l'eau et au savon pour détacher en fait les virus. Mais donc, quoi qu'il en soit, on perturbe à cause d'un ingrédient qui s'appelle le triclosan, notre flore intestinale ou notre microbiote, et cela peut créer un état d'inflammation, un état d'activation de certains neurotransmetteurs, parce que les neurotransmetteurs sont produits aussi dans notre microbiote. La sérotonine est produite là à 80-90 %. Du GABA peuvent être produits par les probiotiques eux-mêmes, les bonnes bactéries. Donc, tout ça est perturbé à cause des savons qu'on abuse. Alors, ça peut être une très bonne idée de rajouter un probiotique régulièrement à notre régime de supplémentation. Enfin, je vous ai donné la ligne de référence de la Fondation du sommeil. S'ils peuvent vous aider, le site web est intéressant. Ils ont des questionnaires aussi si vous voulez participer à des recherches sur le sommeil. Voici la liste des suppléments qu'on a couverts ce soir et les adresses de Sophie et de moi-même. Alors voilà de quoi a l'air le temps. C'est merveilleux, 1h10 pour un gros webinaire comme celui-là. C'est une belle performance. Donc, je vais maintenant aller voir si j'ai des petites mains levées dans les commentaires ou des questions. Non, j'en avais pas à l'heure actuelle. Alors, si vous voulez intervenir, ça va me faire plaisir. On va se donner un autre peut-être 10 minutes pour répondre aux questions. Ça peut être des questions sur la formation de préférence, mais ça peut être toute autre question à OR ou sur le sommeil. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis à votre disposition. Des questions ou des commentaires. Avez-vous essayé la mélatonine? Avez-vous essayé d'une autre marque? Avez-vous eu des problèmes d'insomnie? Qu'est-ce que vous avez fait pour les aider? Donc, tout ça est bon. Si c'est des questions, évidemment, sur les nouveaux produits, ça peut répondre à des interrogations que plusieurs personnes se posent. Donc, je ne vois pas pour l'instant ni de questions, ni de commentaires. Je vous rappelle que pour ce faire, vous devez aller dans le panneau d'affichage en haut à droite. Si le panneau est éteint, vous cliquez sur la petite flèche pour ramener le panneau vers l'intérieur. Vous aviez aussi le document disponible dans la section Documents en format PDF pour ceux qui voudraient le télécharger ou l'imprimer. Et donc, comme je n'ai personne qui parle tout de suite, je vais donner la parole à ma collègue, si elle est encore là. Laissez-moi voir si Sophie est là. Voir si Sophie veut vous dire un petit bonsoir. Ça va prendre les lunettes. Attends. Ah, il y a Lucette qui a une question. OK, je vais revenir aux questions. Laissez-moi juste voir si la belle Sophie est en ligne avec nous. Non, quand on passe 1 heure, Sophie, c'est son heure de coucher. Alors, on va s'en prendre pour Sophie. Je vais aller voir les questions. Je vais y aller tout simplement par ordre alphabétique comme elles sont présentées. Alors, j'ai Christine. Christine, bon, j'entends pas. OK. À 7 heures, ça doit être réglé. Très intéressante, parfait. Très intéressant. Merci, Daniel, pour le commentaire. Très intéressant. Lucette, quelle est la meilleure heure pour prendre le cortisol à date? Très, très bonne question, Lucette. Quelle est la meilleure heure pour prendre le cortisol à date? Je vais vous dire, il faut l'essayer parce que il y a des gens que dès qu'ils vivent un stress dans la journée, encore une fois, en fonction des polymorphismes génétiques qu'on peut vérifier avec le blueprint, il y a des gens qui dégradent les neurotransmetteurs très lentement. Donc, pour eux, le stress du matin qu'ils ont eu dans le trafic, ça va affecter leur capacité à s'endormir le soir. Donc, pour ces gens-là, on pourrait en prendre un dans le courant de la journée, genre l'avant-midi ou le midi, et en reprendre un autre le soir. Il y a des gens pour qui ça va être vraiment le fait de le prendre en soirée, je dirais vers 7-8 heures après souper, pour bloquer justement le pic de cortisol et permettre que tranquillement la mélatonine puisse s'installer. Et il y en a pour qui ça va être
toutes ces réponses. Donc, c'est vraiment une question de le tester parce que ça dépend de la vitesse à laquelle on claire les neurotransmetteurs excitants comme l'adrénaline. Donc, c'est pas mal du cas par cas, mais si je devais l'essayer juste une fois, je l'essayerais après souper. Et si c'est passé, je l'essayerais aussi dans la journée. Si on sait que c'est des gens, là, justement, qui ont tendance à avoir un fond d'anxiété tout le temps, de le prendre 2 fois par jour, ça ne sera pas de trop. Si ça ne répond pas, là, écrivez un commentaire, je vais y revenir sans problème. Une autre question ici, Christine. Si une personne se réveille plusieurs fois par nuit, est-ce que c'est un problème de mélatonine? Personnellement, je commencerais, je n'ai pas mis le 5-HTP dans la présentation de ce soir parce qu'on parlait déjà de la mélatonine. J'irais peut-être avec le 5-HTP parce que souvent, quand on n'arrive pas à tomber en sommeil profond, c'est qu'on n'a pas assez de 5-HTP. Une des façons de savoir qu'on a pas assez de sérotonine ou de 5-HTP, c'est les gens qui ont des envies pour les aliments réconfortants, des gens qui, vous leur demandez, est-ce que vous êtes capable de vivre, par exemple, dans un sol ou dans un endroit peu éclairé, et les gens ont des réactions presque viscérales, comme, ah, non, je ne suis pas capable, moi, j'ai vraiment besoin de lumière. Ça, c'est un autre signe souvent que les gens ont un taux de sérotonine plutôt bas. Donc, si vous avez ce type de symptômes, à ce moment-là, ça serait mieux d'y aller avec le 5-HTP, tout simplement parce que vous allez faire les étapes naturellement, évidemment, avec le complexe B, le magnésium comme cofacteur. La mélatonine pourrait probablement faire le travail pareil, mais c'est juste que je préfère encore une fois travailler toujours en haut de la chaîne en descendant. Alors, j'essaierai le 5-HTP combiné avec le complexe B, le magnésium, ou 5-HTP combiné avec l'orthocore, la multivitamine. Évidemment, ceci étant dit, il faut tenir compte du restant qu'on a parlé ce soir. Si c'est un stress très intense, là, il y a des gens qui, par exemple, ont vécu des événements traumatisants et tout ça, et vont juste pas tomber en état de sommeil profond parce que le taux de cortisol est très, très élevé. Donc, vous vous référez à la partie sur le cortisol. À ce moment-là, vous allez aller avec quelque chose comme cortisol ADA. Et vérifier les facteurs que j'ai mentionnés là. Aussi, quand c'est présent toute la nuit, ça peut être une question des champs électromagnétiques. Donc, s'assurer qu'il n'y a rien de branché dans la chambre toute la nuit. Ce n'est pas juste éteindre, mais vraiment débrancher toutes les électroniques. S'assurer aussi qu'on n'a pas le Wi-Fi proche de la chambre ou un tableau de l'Hydro-Québec, du compteur intelligent, qui, pour certaines personnes, peuvent interférer. Une autre façon de le savoir aussi, si c'est votre chambre, c'est est-ce que le problème est présent quand vous dormez ailleurs? Merci beaucoup. Super intéressant comme webinaire. Parfait. Merci Stéphane. Lucette, merci, merci. Christine, merci, merci. Donc, laissez-moi faire un dernier petit tour pour voir si il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu ou des petites mains levées qui aimeraient intervenir. Lucette, Manon, est-ce que j'ai vu ta question, Manon? Vraiment excellent. Merci, Manon. Et Yara, qu'est-ce qu'on avait qui n'entendait pas au début, mais je pense que ça a dû être réglé ou la personne a abandonné. Donc, ça fait le tour. De toute façon, si jamais il y a quelque chose que j'ai manqué ou que vous avez manqué, vous savez, vous avez l'adresse à la fin. Il faut aussi me rejoindre via Facebook, mais pas pour les longues questions, sinon c'est mieux de les envoyer par courriel. C'est duma@aor.ca et puis on va vous répondre ou vous vous adresser à Sophie, elle me les fait parvenir, mais on va vous revenir s'il y a des questions. En terminant, j'ai oublié de vous le mentionner, je vous invite vraiment à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait à mon infolette, chantalanduma.com sur mon site web. Allez vous inscrire, vous allez recevoir un courriel de confirmation, vous avez une petite trousse que j'ai préparée avec de l'information sur une petite trousse d'urgence naturopathique. Mais c'est surtout parce que je vous mets les événements AOR du mois. J'envoie l'infolette le 1er, donc allez-y maintenant vous inscrire pour que le 1er juin, vous ayez votre infolette et vous allez avoir les webinaires du mois avec les liens d'inscription. Vous vous inscrivez, vous les mettez à votre agenda, comme ça c'est fait, vous n'avez plus besoin d'y penser jusqu'à la date de présentation. Et ça permet aussi, quand vos noms sont là, si Sophie veut faire un suivi pour vous envoyer les documents ou quoi que ce soit, vous êtes déjà inscrit. Alors, allez vous inscrire à mon infolette. Et je vous ai mis aussi l'Académie de santé globale si vous voulez faire des cours avec nous. Je suis avec Jean Lacombe, homéopathe, et Maurice Nicole, aromathérapeute. On offre
plusieurs cours différents. Donc, si vous aimez mon style de présentation, je vous invite à aller voir ce qu'on offre à l'Académie. On a entre autres une certification en conseiller de produits de santé naturelle que vous faites à votre rythme à la maison et une pour une formation personnelle pour les gens qui veulent juste en apprendre davantage sans nécessairement devenir thérapeute ou conseiller. Donc, ça clôt le webinaire de ce soir. Merci, merci tout le monde d'avoir été là. Merci aussi de supporter nos ventes au Québec avec AOR. Malgré les temps difficiles, on tire notre épingle du jeu, puis c'est grâce à vous parce que vous croyez dans nos produits, vous les recommandez, vous les utilisez et c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour donner des résultats. Moi, ça fait 10 ans, Sophie, ça fait un peu plus longtemps. Donc, merci à tout le monde d'être là puis de croire en ce qu'on fait puis d'assister à nos webinaires. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui en offrent, donc ça me fait toujours très chaud au cœur de voir que vous choisissez d'être présent à nos webinaires. Alors, merci. N'hésitez pas à nous contacter si on peut vous être d'une quelconque assistance. À la prochaine.